Bonjour à toutes et à tous. Alors c'est vraiment un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui concerne du coup la thématique du jeûne. En fait, ça fait référence à une des élèves de l'école qui a posé une question par rapport au cours spécifique sur le jeûne et les monodiètes. Et il y a une des élèves qui a posé plusieurs questions qui étaient pour moi pertinentes. Et vu qu'il y en avait un bon grand nombre, eh bien j'ai décidé d'y répondre par écrit, de faire plutôt une vidéo qui pourra servir sans doute au plus grand nombre. Donc voilà, merci d'être présent, content que ce sujet t'intéresse. Et puis voilà, on se retrouve juste après le générique pour commencer à répondre à ces questions. Alors, la première question, c'était: pourrais-tu me dire en quoi le jeûne est problématique en cas de grossesse et en cas de vaccination récente? Eh bien, tout simplement, on va prendre déjà le cas de la vaccination. Tu es censé savoir, et pour ceux qui ne le savent pas, qui regardent cette vidéo, lorsque on va augmenter, pour vraiment faire très simple, vulgariser au maximum, on va augmenter en nous les processus de guérison, de nettoyage, de réparation de l'organisme. Et donc, eh bien, il va solliciter forcément tout le système glandulaire, tout le système immunitaire et notamment nos émonctoires et particulièrement les reins. Donc quand on comprend ça et qu'on sait qu'aussi que la vaccination, par exemple, lorsqu'on vaccine une personne, eh bien, il va y avoir le corps va avoir besoin de traiter énormément ce qu'on vient de lui injecter dans le corps, notamment le système immunitaire, le système glandulaire va devoir être en suractivité à ce moment-là pour pouvoir traiter ce vaccin, parce qu'il y a aussi des effets indésirables, parce qu'il y a des éléments qui sont du non-soi, donc du coup le corps doit éliminer tout ça, c'est une surcharge pour lui, donc ça lui demande une certaine capacité d'élimination pendant cette période-là. Et du coup, forcément, ça devient simple à comprendre que lorsque l'on jeûne, on augmente déjà cette capacité d'élimination accrue, et lorsqu'on vient de se faire vacciner, eh bien c'est la même chose. Donc on est sur deux pôles qui augmentent finalement cette capacité de régénération, de réparation et de nettoyage. Et du coup, on sait très bien le jeûne, ça peut être bénéfique, mais qu'il doit être totalement adapté à chaque personne, en fonction de sa durée, en fonction de comment il est mené, comment il a été préparé, etc. Ça doit être vraiment individualisé. Pourquoi? Parce que le jeûne, autant il peut être bénéfique, mais il peut aussi créer des problématiques. Et notamment, comme je le disais, lorsque l'on est en jeûne et qu'on augmente en nous les processus de détoxification, d'élimination, de nettoyage, eh bien, on va déloger beaucoup plus de toxines et de toxiques que d'habitude. Donc, toutes ces toxines, ces toxiques et ces déchets, ils vont devoir être éliminés par le corps. Et donc, à ce moment-là, si nos organes d'élimination sont amoindris, par diverses raisons, par rapport à notre mode de vie, notre terrain, etc., eh bien, on peut avoir certaines difficultés, et on sait très bien que le jeûne, il ne doit pas dépasser la capacité d'adaptation de l'individu. Oui, on peut aider le corps par le jeûne à relarguer beaucoup plus de toxines et à traiter beaucoup plus de toxines que d'habitude. Mais si notre capacité glandulaire, notre capacité émonctorielle est insuffisante, eh bien on va surcharger le corps et donc on va laisser en circulation beaucoup trop de toxines et de toxiques, et donc le corps n'arrivera pas à les gérer et ça peut créer pas mal de problèmes organiques par la suite. Donc c'est vraiment à déconseiller par rapport à ce plan-là. Et donc du coup, la vaccination, comme je le disais, qui augmente énormément cet aspect de toxicité, cet aspect de pression au niveau émonctoriel, glandulaire et immunitaire, et bien voilà, on ne peut pas mêler les deux parce qu'il y a déjà une trop grosse surcharge. Ça ne servira à rien de jeûner en même temps. Par contre, avant de se faire
vacciner, avoir une période de diète ou de jeûne peut être totalement bénéfique. Et en ce qui concerne la grossesse, eh bien c'est la même chose. Le corps, quand il va mettre en branle tous les processus physiologiques eh bien pour faire évoluer l'enfant qui est dans le ventre de maman, eh bien encore une fois, il va y avoir une dimension accrue de tous les processus métaboliques, glandulaires, d'élimination, au niveau du système immunitaire, etc. L'organisme va être déjà énormément bouleversé, ça va lui demander beaucoup d'efforts. Et donc c'est encore pour cette même raison qu'on ne peut pas lui en demander trop. Parce que si on lui en demande trop, il n'aura pas la capacité de gestion, la capacité énergétique. Donc on va s'enliser et ça n'apportera rien de bon. Encore une fois, pour tout, ça ne sert à rien de vouloir tout faire, de vouloir en faire trop, de mettre le paquet, d'y aller à fond sur tous les processus. Il vaut mieux y aller petit pas par petit pas, être endurant et avancer comme ça pour améliorer sa santé dans le temps que de vouloir faire tout d'un coup. Donc voilà tout simplement pourquoi on ne peut pas vraiment conseiller une personne qui est en cours de grossesse ou qui vient de se faire vacciner. Alors ensuite, il y avait une question qui était plus spécifique en disant qu'il y avait certaines sources scientifiques qui pouvaient montrer que ça pourrait être bénéfique quand même si c'est bien entouré, bien adapté à la personne, pourrait être bénéfique pour une femme enceinte et notamment pour le nouveau-né parce que ça favoriserait en lui un meilleur système immunitaire et une meilleure santé. Donc, on peut être d'accord avec cette question. Maintenant, encore une fois, ces sources scientifiques ont bien démontré qu'il fallait vraiment individualiser et adapter. Donc, ça veut dire qu'on est plutôt sur des formes de diète que des jeûnes vraiment très longs où les processus vont être intenses, parce que ça, c'est complètement contre-indiqué. Il y a plus de recherches dans ce sens-là que l'inverse. Maintenant, quand on se questionne en tant que maman de se dire, j'aimerais avoir une meilleure santé sur le moment, parce que je suis en train de faire un enfant, de créer un enfant en moi, et que je vais mettre un enfant au monde, et que j'ai envie que cet enfant soit en bonne santé, c'est des questions qu'il faut vraiment se poser en amont. C'est-à-dire que c'est mieux, par exemple, si on cherche à faire un jeûne, d'avoir fait un jeûne avant, ou plusieurs petits jeûnes, ou d'avoir pris soin de sa santé par plusieurs thématiques différentes, pas forcément le jeûne, mais d'avoir pris soin de sa santé avant la conception de l'enfant. Là, c'est intéressant. Lorsque pendant la grossesse, c'est beaucoup plus délicat. Il vaut mieux l'avoir fait avant, avoir préparé justement son terrain pour faciliter les processus liés à l'enfantement, à la grossesse. Et donc, ça va être vraiment intéressant de le faire en amont. Et pareil, en ce qui concerne le système immunitaire de l'enfant ou de sa bonne santé, si on met tout ça en avant, meilleur sera notre patrimoine micronutritionnel, glandulaire, nerveux et immunitaire, meilleur sera ce qu'on va donner finalement à notre enfant derrière. Donc, encore une fois, pour synthétiser, c'est à mon sens beaucoup mieux de préparer ces choses en avant que de le faire sur le fait accompli, parce que ça peut amener plusieurs problématiques. Et donc, voilà pourquoi c'est mieux de le conseiller avant que pendant la grossesse. Donc, voilà. Et ça pourrait marcher pour plein de sujets. Il vaut mieux toujours se préparer que de vouloir agir rapidement sur l'instant quand on est un peu pris dans le bec, pris dans la situation. Voilà. Il est toujours mieux de faire des efforts au quotidien pour améliorer sa gestion émotionnelle, améliorer son calme intérieur, sa sérénité, son bien-être, etc. pour lorsqu'on est face à une émotion turbulente, de ne pas être péter un câble directement ou de ne pas réussir à gérer cette émotion. Voilà, c'est la même chose pour tous les sujets. Alors la prochaine question, c'est quand on parle de durée de jeûne qui dépend du poids de la personne, le poids de la personne étant un facteur important dans la poursuite du jeûne également, et un poids minimal ne devant pas être dépassé lors d'un jeûne. Comment calculer ce poids minimal? C'est vrai qu'effectivement, on note que plus la personne, de façon générale, peut être en bon poids ou en surpoids, plus elle va pouvoir normalement jeûner plus longtemps. Et je dis bien normalement parce qu'on
fois, ça dépend de plein de facteurs. Il ne faut pas prendre ça comme une vérité absolue. Encore une fois, il faut vraiment individualiser au cas par cas. Voilà, moi, pour avoir suivi des centaines de jeûneurs, j'ai vu aussi des personnes qui étaient en bon poids et ne pas réussir à faire plus de jeûne parce que ça se passait vraiment pas bien. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs explications qui sont liées à la personne et son mode de vie qui nous a amené à un tel problème au niveau du jeûne. Donc ça veut rien dire en vérité, même si généralement c'est quand même ce qui peut être observé. Et effectivement, à l'inverse, eh bien, on va contre-indiquer le jeûne à une personne qui est déjà en sous-poids. Vous l'avez compris, dans les processus du jeûne, il y a un moment donné, notamment surtout dès qu'on passe les 2-3 premiers jours, eh bien, le corps va aller vraiment taper dans les réserves, dans les adipocytes particulièrement, pour eh bien, transformer tout ça en glucose et pouvoir se nourrir et apporter les nutriments dont il a besoin et qu'on n'apporte plus de l'extérieur. Je ne vais pas rentrer, il y a tout dans le cours, et puis même j'ai fait d'autres vidéos sur cette thématique. Je ne rentre pas dans les précisions physiologiques à ce niveau-là, mais par contre, effectivement, lorsqu'on est en sous-poids, ça devient dangereux. Même quand on est à un poids de forme à peu près correct, mais qu'on est relativement mince, eh bien, effectivement, on peut avoir moins de potentiel à pouvoir jeûner longtemps. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend vraiment de l'individu, ça dépend de sa préparation, ça dépend de sa capacité d'adaptation, de son expérience aussi face au jeûne. Si c'est son premier jeûne, eh ben, ça ne va pas être la même chose. Si la personne est expérimentée, que ça fait déjà une dizaine de jeûnes qu'il fait, en plus de ça, il a quand même une bonne santé. Il est mince, effectivement, mais il est en bonne santé. Un bon système nerveux, un bon système glandulaire, bon système immunitaire, donc ça va vraiment passer. Maintenant, s'il n'y a pas tout ça, la première expérience, ben, ça ne va pas être la même chose. Mais effectivement, il y a vraiment une notion au niveau du poids à vraiment appréhender pour savoir combien de temps, plus ou moins, on peut jeûner. Mais ce n'est pas du tout les facteurs, je tiens à le préciser, c'est vraiment un ensemble de facteurs qu'il faut regarder, liés à la personne, liés à son mode de vie, pour savoir véritablement combien de temps elle peut le jeûner, en tout cas sur le papier. Mais après, des fois, même si on a pu prévoir que logiquement, cette personne pourrait jeûner une semaine sans problème, et bien des fois, dans l'expérience, c'est tout à fait l'inverse qu'on observe. Pourquoi? Parce que nous, en tant que thérapeute, il faut être honnête, il y a peut-être des choses qu'on a des fois mal évaluées, c'est possible aussi, mais aussi la personne qui a mal retranscrit ses problématiques ou qui a été forcément franche surtout, ou qui n'a pas forcément écouté bien tous les conseils de préparation. Enfin voilà, il peut y avoir tellement de détails que finalement, ce qu'on avait prévu, ça ne va pas du tout se passer dans le cas concret. Par contre, pour revenir concrètement sur le poids minimal pour jeûner, alors la question était surtout orientée sur comment on fait pour savoir ce poids minimal. Eh bien, moi je m'en référais forcément aux hygiénistes qui nous ont précédés et qui ont pu accompagner comme Shelton, comme Mosseri, comme Désiré, par exemple, et accompagner énormément de jeûneurs qui ont une énorme expérience. Et à force d'expérience, eh bien, ils ont pu remplir des tableaux de critères, et notamment Désiré Mérien, qui a suivi lui plus de 30 000 jeûneurs, quand même énorme. Eh bien, il a créé un tableau qui retranscrit un peu nos poids de forme idéal par rapport à notre taille et les poids qu'il a appelés de limite supérieure et la limite inférieure. Donc on peut les retrouver dans ce petit bouquin qui s'appelle La détoxination par palier. Donc j'essaierai de mettre le lien dans la description si je retrouve et qu'il est encore en vente. J'espère bien que oui, je pense que oui. Et Désiré Mérien, en fait, il avait fait un tableau, et les autres hygiénistes aussi. Et du coup, nous, en tant que conducteurs de jeûne et hygiénistes, on s'en réfère souvent à ce tableau qui est assez juste. Alors là, je montre un petit peu à la caméra. Et effectivement, ce tableau nous donne des poids minimales de sécurité, plus des poids de forme idéale. Donc par exemple, je vais prendre la taille. Donc, la taille pour une personne d'1,86 m, on n'est pas loin de moi finalement. Moi, je fais 1,83 m. 1,86 m, le poids normal idéal serait situé aux environs de 74 kg. On parle vraiment d'un poids standard, idéal, pas d'une personne hyper musclée, pas d'une personne en surpoids, ni d'une personne en sous-poids. Vraiment, de manière
idéal. Et cette même personne, eh bien, on a pu noter un poids qu'on appelle la limite supérieure, donc qui peut descendre jusqu'à 58,5. Donc la limite supérieure, c'est la limite où on peut globalement aller lorsque l'on peut se permettre de descendre jusqu'à ce poids-là sans normalement rencontrer de problématiques et sans que ça devienne dangereux. Encore une fois, c'est pas une valeur sûre, ça dépend vraiment de chaque personne, de sa préparation et de plein de facteurs, comme je le disais au départ. Mais ça veut dire que globalement, on peut se permettre de perdre entre 10 et 15 kilos si on est dans notre poids de forme idéale. Maintenant, eh bien, on a juste à se peser pour savoir est-ce qu'on est finalement trop mince ou qu'on est trop mince par rapport à notre poids en ce moment pour pouvoir jeûner longtemps. Ben, il suffit de se peser et de regarder sa taille et de se référer à ce tableau. Et si par exemple, eh bien, la personne d'1m86 fait que 63 kg, donc c'est quand même assez mince, hein, relativement mince, eh bien, on peut savoir que vu que son poids de limite supérieure est situé aux alentours de 58, eh bien, il n'y a pas beaucoup de kilos qu'elle peut perdre, donc sans doute elle ne va pas aller très loin dans le jeûne et il faudra surveiller ce poids, il faudra vraiment surveiller davantage que par rapport à une personne qui serait en bon poids. Et il y a aussi un poids de limite inférieure qui là est situé à 52 kg, donc c'est vraiment très bas. Et vraiment ces poids ont été mis, il faut bien se remettre en condition de l'époque et on faisait des jeûnes très longs, qui duraient des fois 2 semaines, 3 semaines, même parfois certains un mois. Voilà, en cas de très grosse maladie, etc. C'est ce qu'on faisait à l'époque. Maintenant, c'est pas ce que je recommande moi aujourd'hui. On est moins adapté qu'à l'époque à jeûner sur de longues périodes et c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Il y a plein de paramètres sur quoi on peut jouer pour avoir une meilleure santé au quotidien. Le jeûne, c'est une des clés de notre trousse à outils, mais c'est pas quelque chose à vouloir utiliser en tout temps et aller forcément très loin. C'est pas garanti non plus d'une pleine santé parce qu'on jeûne très longtemps. Arnold Deret avait largement prouvé que des jeûnes très courts mais de façon régulière dans le temps étaient plus efficaces que des jeûnes plus longs qu'on pouvait faire qu'une fois dans l'année. Donc voilà, donc je reviens à la limite inférieure et là en fait ces critères de poids sont vraiment là pour nous mettre la puce à l'oreille sur le fait qu'il ne faut vraiment pas tout simplement aller dans ces poids-là. Donc globalement, quand on regarde ces critères de poids, et par rapport à notre poids de forme idéal qui peut se calculer, si vous prenez ce livre, vous pouvez le retrouver aussi sur Internet, quoi qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, vu qu'on ressemble de plus en plus aux États-Unis, eh bien, on a tendance à avoir fait grossir un peu ce poids de forme idéal. Donc, la forme idéale nous mettrait un peu plus tous genre un peu gros. Non, blague à part, mais c'est vrai qu'on a augmenté ce poids. Donc, je me référais plutôt à ce genre de contenu. Et du coup, ben, on a juste à regarder là où on en est et si eh bien, on est à 5-6 kilos en dessous de ce poids de forme, ça va, mais plus on va commencer à descendre, si on est à 10, si on est à 15, et si on est carrément à 20 kilos en dessous de notre poids idéal, ben, là, à ce moment-là, il vaudrait mieux pas jeûner, voire faire plutôt des pauses alimentaires, voire peut-être des jeûnes intermittents, voire peut-être des diètes, mais le jeûne sera quand même contre-indiqué à ce moment-là. Donc voilà, j'espère avoir répondu à cette question, mais en attendant, pour avoir plus de précision, je vous renvoie au livre super génial, qui est un tout petit livre qui coûte vraiment pas cher, hein, d'ailleurs je crois que j'ai le prix 4,84 €, c'est vraiment donné. Voilà, la détoxination par palier de Désiré Merriam. Voilà. Alors, l'autre question, ah oui, alors c'est vrai que dans certains protocoles annoncés, adaptés à des personnes qui seraient vraiment sous-vitales, qui ont vraiment des problématiques qu'il faudrait préparer davantage pour rentrer en jeûne, quand on voudrait accompagner une personne en jeûne, qu'on veut soi-même se préparer au jeûne, c'est vrai que des fois on peut conseiller de prendre un peu certains compléments alimentaires et notamment le chlorure de magnésium. Et donc la question était par rapport à ça. En fait, quand on parle de chlorure de magnésium dans l'eau magnésienne, s'agit-il de chlorumagène ou de sel d'Epsom? Donc là, bah, la réponse elle est toute simple, il s'agit bien de chlorure de magnésium quand on parle de chlorumagène. C'est vraiment le chlorure qui
qui est utilisé. Et dans le sel d'Epsom, là c'est plutôt le sulfate, il me semble, de magnésium qui est utilisé. Donc effectivement, là il faut bien comprendre que ce n'est pas les mêmes choses et elles ne répondent pas aux mêmes besoins. Quand on utilise le chlorure de magnésium, c'est plutôt eh bien, des fins de donner des compléments alimentaires et d'amener un peu plus de magnésium, de réaugmenter ce taux de magnésium en nous, hein, pour combler éventuellement des problèmes de carence. Alors que le sulfate, et donc par exemple le sel d'Epsom, là on l'utilise plutôt lorsqu'on fait des bains, genre des bains dérivatifs, etc. Là on va utiliser le sel d'Epsom. C'est pas forcément quelque chose qu'on absorbe directement. Par contre, je fais une petite mise en garde sur l'utilisation du magnésium qui peut être très irritant pour les intestins, pour les muqueuses intestinales et aussi pour les reins. Donc attention pour les personnes qui sont hyper stressées, très fatiguées, fatigue chronique, qui ont sans doute des problèmes liés aux reins, ou encore pour toutes les personnes qui ont bien déjà, qui savent qu'ils ont un problème au niveau des reins, qui sont en dialyse ou plein de choses comme ça. Et bien là, il vaut mieux faire attention et faire très attention au chlorure de magnésium, à l'utilisation du magnésium pur, parce qu'il peut avoir tendance à fragiliser les reins et nos intestins. C'est vrai que c'est un peu un comble, parce que quand on est surrénalien, quand on est très fatigué, qu'on est surstimulé en permanence, qu'on est sous-vital, qu'on a des problèmes nerveux, qu'on est stressé, c'est vrai que souvent à ce moment-là, c'est intéressant et on a un crush, on a un down de magnésium, on se vide littéralement de notre magnésium et c'est vrai que ce serait intéressant de pouvoir combler cette carence. Alors le mieux, c'est de le faire par un changement du mode de vie et de pouvoir aider et s'accompagner à ce niveau-là, mais c'est vrai que des fois, ça peut être intéressant, oui, effectivement, d'amener une complémentation. Seulement, il y a d'autres formes de compléments plus intéressants où on retrouve du magnésium et qui serait, lui, dans un totum avec d'autres micro et macronutriments, enfin surtout au niveau des micronutriments. Voilà, c'est toujours mieux de ne pas prendre un complément alimentaire de façon isolée parce que dans le corps, eh bien, le corps mélange avec tout, il utilise les micronutriments pour les transformer et donc à chaque fois, il faut qu'il y ait eh bien, une dose idéale, hein, il y a toute une homéostasie, un équilibre à respecter entre les doses et donc c'est vraiment important d'avoir les compléments et d'avoir des micronutriments, des oligoéléments et bien qui soient équilibrés dans nos besoins et avec d'autres nutriments. Quand on mange des fruits, des légumes, etc., la question ne se pose pas parce que tout est bien équilibré, la nature a bien fait les choses et donc c'est quand même différent. On prend un complément qui lui peut avoir tendance à être isolé. Donc voilà, c'était une petite nuance mais qui me paraissait très importante par rapport à la prise de chlorure de magnésium. Alors ensuite, une autre question, que penser du jeûne Buringer? Il n'est quasiment pas abordé. J'entends que le fait de prendre du jus ou du bouillon ne correspond pas à un jeûne vrai. Cependant, cette clinique a des résultats remarquables. Visiblement, n'est-il pas intéressant de poser ou à mettre en œuvre si la personne a des peurs, par exemple, ou est plus faible? Donc en gros, la question, c'est, vu qu'on parle du jeûne et de ses bénéfices, que pourtant le centre Buringer a montré que sans forcément faire de jeûne et en faisant des diètes, il y avait aussi des bénéfices. Est-ce qu'on pourrait conseiller tout simplement des jeûnes avec des bouillons de légumes ou avec des jus de temps en temps? Bah oui, la réponse elle est oui, sauf qu'on ne peut pas attendre les mêmes résultats. C'est juste ça qu'il faut comprendre, c'est que plus le jeûne est long, plus le jeûne est véritable dans le sens où, parce que c'est vrai qu'à la base, un jeûne, sa définition, c'est l'absence totale d'alimentation. Donc c'est vraiment quand on ne s'alimente plus, eh bien on va mettre en branle tout un tas de processus qui sont du coup liés au jeûne, on a appelé le jeûne. Et eh bien lorsque l'on mange, on n'a pas ces mêmes processus. Tout ça, c'est simple à comprendre. Eh bien c'est la même chose lorsque l'on prend des bouillons par exemple de légumes, eh bien on apporte quand même une petite dose
de micronutriments. Même par exemple, on prend des jus, là on apporte une dose encore un peu plus conséquente de micronutriments. Mais c'est pas un mal, parce que toute pause alimentaire, toute diète est bénéfique pour l'organisme. Aujourd'hui, on est surstimulé dans tous les sens, on surmange, on fait tout en bien trop grand, et le corps, on sait très bien qu'il est bien plus adapté au manque. Ça se voit justement quand on étudie le jeûne, au trop. Quand il y a trop, c'est difficile pour le corps à gérer, à l'inverse, alors que quand il manque, il est fabuleusement bien adapté. Et donc, encore une fois, quand on connaît bien les processus du jeûne, on sait que plus le temps passe, au bout de 6 heures, au bout de 12 heures, au bout de 24 heures, au bout de 48 heures, au bout de 72 heures, et après qu'on ait passé les 3 jours, quand on va au-delà de 3 jours, quand on va jusque 5, 6, 7 et plus, eh bien on ne rentre pas dans les mêmes processus de détoxication. Les processus, finalement, ne vont pas rentrer dans les détails, vont devenir de plus en plus profonds. Le corps va aller nettoyer l'organisme en profondeur, plus on va augmenter ce temps de jeûne. Pourquoi? Parce que plus l'absence de nutriments, et notamment l'absence de glucose, va être présente, plus on va aller loin dans ce processus-là, plus le corps va devoir trouver des moyens de se nourrir, et à un moment donné, il va y avoir un processus qui s'appelle l'autophagie, et où le corps va du coup utiliser des tissus lésés qui ne correspondent plus aux besoins du corps pour les transformer et pouvoir les transformer en nutriments utilisables pour l'organisme. Et vraiment, pour aller dans ces processus d'autophagie et des processus de nettoyage profond, eh bien, on est obligé de passer certains paliers au niveau du jeûne. En général, eh bien, ces processus-là vraiment s'intensifient et deviennent intéressants quand on passe les 3 jours de jeûne complet. Eh bien, si à chaque fois on ramène des micronutriments par les bouillons, par des jus, eh bien, on ne va jamais donner l'opportunité au corps de rentrer dans ces processus profonds. Et donc, on n'aura pas les mêmes résultats. Maintenant, ça ne veut pas dire pour autant que c'est nul ce qu'on fait. Si on fait une diète au jus de légumes ou un jeûne avec des bouillons, ça ne veut pas dire que c'est nul. Dans tous les cas, forcément, il y aura toujours des bénéfices. Et effectivement, comme stipulait l'élève dans cette question, oui, c'est vrai que le jeûne, ça peut faire peur, ça peut être difficile à appréhender, surtout aujourd'hui, où nos corps sont quand même beaucoup plus fatigués qu'il y a 20, 30, 40, 50 ans en arrière. Donc, c'est vrai que c'est une belle adaptation de commencer par des diètes ou des petits jeûnes avec du bouillon. C'est bien parce que voilà, il faut toujours faire les choses pas à pas, palier par palier, et y aller tout progressivement et de façon assidue. C'est ça la clé vraiment de la régénération et de la bonne santé. C'est pas de vouloir encore une fois faire tout au max et de vouloir ça y est, je fais tout et n'importe quoi toute l'année, mais par contre une fois dans l'année je me fais un bon jeûne bien pur, vraiment je fais plus de 7 jours, j'y vais à fond parce que là il faut que je me nettoie. C'est beaucoup moins intéressant que de faire attention au quotidien et de faire des petits efforts. Donc oui, en effet, forcément, au centre Buringer, on a vu beaucoup de résultats remarquables au niveau de la santé des gens pour plein de problématiques confondues, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on est dans les mêmes, parce qu'on a été dans les mêmes processus qu'un jeûne pur, entre guillemets. Alors, toi, tu appelais ça le jeûne vrai, mais en vrai, c'est juste la définition. C'est comme si on dit, je compare par exemple un vélo et une moto, et effectivement ces deux véhicules permettent de nous transporter d'un point A à un point Z. Effectivement, ces deux véhicules ont 2 roues, mais par contre, au-delà de ça, ça n'a rien à voir. Il y en a un, il faut pédaler, il y en a un, c'est long, il y en a un qui fait faire de l'activité physique, et il y en a un autre, il peut être dangereux, ça va vite, il demande des ressources, il faut mettre de l'essence, et tu fais aucune activité physique. Donc oui, effectivement, les deux ont 2 roues, mais il faut bien appeler une moto et appeler un vélo un vélo. Donc effectivement, il y a des bénéfices à faire des diètes avec des bouillons de légumes ou avec des jus, et plus on va aller loin, mieux c'est adapté, plus c'est fréquent, et plus on aura de bénéfices. Et effectivement, on a aussi tout un tas de bénéfices lorsqu'on
lorsqu'on jeûne uniquement à l'eau, mais ils portent bien deux noms différents. Pourquoi? Parce que c'est juste pas la même chose. Donc voilà, c'est pas juste pour faire le puriste ou pas le puriste, c'est juste que on utilise bien des noms pour appeler les choses qui sont différentes, et ça a un intérêt, parce que si dans ce cas si je prends des bouillons, si je fais des jus, ou si je mange juste un tout petit repas, une petite soupe par jour, je suis en jeûne. Bah non, il faut juste appeler un chat un chat. Donc voilà par rapport à cette question, mais effectivement ça reste très intéressant. Alors maintenant, dans la partie 17, quand on parle de monodiète, on donne un exemple dans le Nota 44 d'un protocole appliqué pour personnes dévitalisées. Alors c'est jus de carotte, légumes verts, puis jus d'herbe d'orge à suivre pendant 1 à 3 mois. S'agit-il d'une monodiète où la personne ne prend que cela pendant 1 à 3 mois, ou bien c'est un apport supplémentaire à l'alimentation habituelle? Alors oui, non, pour répondre à cette question, non, effectivement, ce protocole qui est mis en avant, c'est vraiment en complément de la diète qui sera utilisée. Dans le cours, on propose plusieurs formes de diète, mais après c'est à chacun de choisir sa diète et qui doit être adaptée à son terrain et à son mode de vie, ou on se fait accompagner et on s'est fait conseiller une forme de diète. À ce moment-là, on suit cette diète. Et ce qui est conseillé là dans ces cours, de rajouter effectivement des jus de légumes, et on donne un exemple, par exemple avec une base de carottes, de jus de légumes, et de rajouter de la poudre de jus d'herbe d'orge qui est vraiment, vraiment un totem extraordinaire de micronutriments, et c'est vraiment hyper intéressant pour rééquilibrer un terrain et améliorer la santé. Donc voilà, pour répondre simplement à cette question, c'est vraiment à prendre en plus, parce que on ne peut pas conseiller comme ça à la légère une personne de faire 3 mois uniquement de jus. Là c'est énorme, c'est beaucoup trop gros, et on ne peut pas conseiller ça sans connaître davantage de choses sur la personne, sur son terrain, sur son mode de vie et ses antécédents médicaux, etc. Donc non, je pense qu'à la fin, je vois que tu reformules un petit peu, et tu le dis justement que ça doit être sans doute un rajout. Bah oui, mais on ne va pas demander aux gens de jeûner et de boire que des jus de légumes pendant 1 mois ou pendant 3 mois. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors ensuite, il y a la question par rapport au jeûne sec. Alors encore une petite question par rapport au jeûne sec. Il me semble lire beaucoup de réticences par rapport à ce type de jeûne. Celles-ci sont-elles liées à un jeûne long, sec, ou au jeûne sec en lui-même? Est-il difficile de se faire une opinion? Non, il est difficile de se faire une opinion sur ce jeûne, je trouve, tant on lit et on entend différentes choses sur le sujet. J'entends souvent qu'un jour de jeûne sec est équivalent à 3 jours de jeûne hydrique. Que le jeûne sec permet de déloger des toxines stockées dans les adipocytes plus intensément et plus rapidement. L'eau manquant étant épuisée dans les adipocytes. Voilà, peux-tu m'éclairer un peu sur le sujet, ou au moins me donner ton avis ou expérience sur ce type de jeûne? Je l'ai déjà expérimenté personnellement 3 jours, max, souvent cumulé avec un jeûne hydrique. Je trouve la sensation corporelle très intéressante. J'entends que l'eau permet de diluer et véhiculer les toxines diverses. Cependant, l'élimination se fait aussi en jeûne sec. Moins évident, mais il est toujours surprenant de constater la quantité d'urine éliminée malgré tout. Alors, cette question est vraiment très importante, il y en a même plusieurs. Donc je vais essayer de résumer au mieux par rapport à ça. Donc concernant le jeûne sec, ma position à moi, elle est assez neutre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas utiliser le jeûne sec, et je ne dis pas non plus qu'il faut absolument utiliser que le jeûne à l'eau. Seulement, encore une fois, c'est 2 choses différentes. Effectivement, pour faire très simple, je vais vulgariser par rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va être très longue, indigeste. Mais ça pourrait faire le sujet d'une vidéo vraiment spécifique d'ailleurs. C'est un thème que j'ai pas trop abordé d'ailleurs. Mais effectivement, le jeûne sec, on va rentrer dans des processus de détoxication qui vont s'intensifier. On l'a noté. Pourquoi? Notamment parce que vu qu'on n'apporte pas d'eau et que l'organisme il a besoin d'eau pour se nettoyer, parce qu'on sait que
le plus grand dépurateur de l'organisme, le plus grand nettoyeur, c'est le système lymphatique qui est composé de plus de 80% d'eau. Donc, pour faire vulgaire et généraliser, effectivement, on a quand même besoin d'eau et de renouveler cette eau en permanence pour pouvoir se nettoyer convenablement. Et donc, l'eau, c'est vraiment un besoin vital. Encore une fois, on passer de manger pendant vraiment plusieurs jours, plusieurs semaines, même certains l'ont fait pendant plus d'un mois, mais l'eau, on ne peut pas s'en passer autant. Et ce sera encore moins pire pour la respiration d'ailleurs. Mais au niveau de l'eau, c'est vraiment un besoin vital, on ne peut pas s'en passer trop longtemps. Et donc, quand on est en jeûne sec, on n'a pas du tout d'apport d'eau, le corps, comme il lui faut du glucose, il lui faut aussi de l'eau. Donc, effectivement, il va aller puiser dans certaines cellules graisseuses, effectivement les adipocytes, qui, on appelle ça de l'eau métabolique. En fait, dans ces cellules-là, eh bien, on fait des stocks d'eau qu'on appelle une eau métabolique. Et le corps va l'utiliser, donc il va dissoudre ses graisses pour réabsorber cette eau métabolique pour pouvoir continuer ces processus de nettoyage. Et donc, forcément, dans ces tissus, vu qu'il va aller taper profond dans ces tissus adipeux, dans ces cellules graisseuses, eh bien, il va en même temps déloger des toxiques et des toxines qui auront été accumulées dans ces tissus graisseux. Et donc, par la même occasion, eh bien, effectivement, on va aller plus vite dans le relargage de toxines. Mais encore une fois, il faut faire quand même très attention, parce que ce n'est pas parce qu'on va plus vite ou qu'on va plus fort que c'est mieux. Parce qu'encore une fois, ça dépend vraiment du terrain de la personne, c'est vraiment à individualiser. Parce que si on n'a jamais eu d'expérience de jeûne, qu'on n'a même jamais sauté même un repas, qu'on n'a jamais fait de diète, moi jamais je ne conseillerais de se lancer directement sur un jeûne sec, et encore moins de 2 à 3 jours, et encore moins de le quantifier. Il vaut mieux commencer par déjà savoir expérimenter sauter un repas, donc plutôt le jeûne intermittent, peut-être faire plusieurs jours uniquement avec des jus et des bouillons, puis après s'exercer à faire plusieurs jours de jeûne à l'eau. On commence par un complet, on peut faire 2, on peut faire 3. Voilà, et on peut être accompagné aussi. C'est vraiment important, surtout quand on passe les 3 jours. Moi, je suis assez pour, quand on n'a pas l'expérience, de se faire accompagner par rapport à ça. Mais voilà, il faut y aller crescendo. Donc déjà, on n'est pas sur le même plan au niveau du jeûne à l'eau et au niveau du jeûne sec. Le jeûne sec, ça peut être intéressant, mais quand on a vraiment de l'expérience à ce niveau-là, qu'on est vraiment entraîné, ça peut être intéressant pour aller chercher, déloger effectivement des toxines de manière plus profonde et peut-être de manière plus efficace, plus rapide sur une échelle de temps. Mais encore une fois, est-ce qu'il faut toujours vouloir aller super vite, super profond et vouloir tout raccourcir, et vouloir tout optimiser? Je ne pense pas. Aujourd'hui, c'est vrai que notre cerveau, notre mental, il veut toujours tout optimiser. Il faut toujours que ce soit mieux, toujours plus vite, toujours plus loin. Mais ça ne nous mène pas forcément dans des bonnes situations. Et si on regarde aujourd'hui notre mode de vie, on optimise tout. Mais après, en fait, on ne sait plus rien faire et on va beaucoup trop loin et on se stresse et on est de plus en plus stressé, de plus en plus fatigué, de plus en plus dans le burn-out, etc., etc. Donc, ça ne sert à rien, encore une fois, de vouloir tout optimiser. Le mieux, ce qui va vraiment payer, c'est encore une fois, c'est les efforts dans le temps, petit pas par petit pas, mais on reste assidu, on reste endurant, et ces efforts vont payer avec le temps. Quand on va aller trop vite, on peut se garantir de faire aussi tout n'importe comment et d'avoir aucun résultat, ou un pic de résultat qui sera suivi d'un down énorme de résultats, comme les phénomènes liés au circuit de récompense et à la dopamine. Si vous utilisez par exemple TikTok et plein de vidéos ultra courtes et qui font chez nous des jets de dopamine énormes, alors effectivement on est super content, on a des crushs de dopamine, mais ce sera toujours servi d'un gros down de dopamine et après on se sentira pas bien. C'est la même chose quand on cherche à aller trop loin dans le jeûne ou qu'on veut tout optimiser. Donc ça, c'était vraiment des points importants pour moi à souligner en ce qui concerne le jeûne à l'eau et le jeûne sec. Je fais un petit tour pour regarder un petit peu la question pour voir si j'oublie pas certaines choses. Oui, alors un autre point que je voudrais dire aussi par rapport au jeûne sec,
c'est que c'est vrai qu'il peut être noté un certain confort au niveau du jeûne. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui ont expérimenté le jeûne sec qui ressortent le fait que c'était plus facile, plus agréable, il y avait moins de sentiments d'être tortillé au niveau des intestins, moins de douleur au niveau de l'estomac, c'était moins douloureux, plus facile parce que moins de sensations au départ dans les premiers jours de jeûne quand on était en sec que par rapport à un jeûne à l'eau. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on se sent mieux, c'est pas parce que ça s'est mieux passé, qu'on a moins ressenti de choses, que ça veut dire pour autant que c'est mieux. Parce que, encore une fois, qu'est-ce qu'on ressent en fait les premiers jours de jeûne? Pourquoi on est un peu tiraillé? Pourquoi on sent notre estomac qui voilà, est un peu acide voilà, ça nous dérange, etc. C'est la même chose que quand on saute un repas, en fait, on croit toujours qu'on a faim. Mais en fait, on n'a pas faim. C'est juste des processus de nettoyage qui se mettent enfin en branle en nous parce que ça y est, on a fini de digérer, ça fait 5-6 heures qu'on n'a pas mangé, notre digestion est terminée, donc le corps va pouvoir passer à la phase de nettoyage parce qu'il se nettoie que lorsque qu'il est au repos. Et donc voilà, c'est toujours des sensations désagréables et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le système lymphatique se met en route de plus belle et donc on va user de beaucoup d'eau et on va nettoyer, on va faire circuler les liquides dans l'estomac, dans les intestins, etc. Et donc on va nettoyer cette zone. Et c'est ça qui peut être désagréable parce que forcément, on accumule tellement de toxiques et de toxines et on fait tellement un peu n'importe quoi dans notre quotidien que oui, dès qu'on s'arrête de manger un petit peu et que le corps il a du temps et de l'énergie pour se nettoyer, c'est désagréable. Et bien c'est la même chose lorsqu'on jeûne à l'eau. Vu qu'on a toujours de l'eau, et bien effectivement le corps va tout de suite nettoyer au début les intestins, l'estomac, etc. Et donc on va avoir les mêmes gènes que lorsqu'on saute un repas de manière trop longue et qu'on a l'impression d'avoir faim. On va être dérangé par rapport à ces systèmes de nettoyage spécifiques. Et donc on n'aura pas la même chose quand on jeûne sec, parce que là tout de suite on va moins solliciter le corps dans ces processus de nettoyage, j'ai envie de dire extérieur, moins profond, lié à l'estomac, les intestins, de surface on va dire, parce que justement vu qu'on le prive d'eau, l'organisme il sait, il y a des récepteurs en direct, il sait tout de suite que vous êtes en train de le priver d'eau, donc il ne va pas se mettre à utiliser toute l'eau courante tout de suite pour nettoyer et déloger des toxines rapidement, et donc on va moins avoir ces sensations de nettoyage profond. Donc c'est surtout pour ça qu'on se sent plus à l'aise lors d'un jeûne sec, parce que ça inhibe un peu déjà les sensations et qu'on n'est pas du coup dans les mêmes processus de nettoyage. En jeûne sec, on va rentrer, comme je l'ai dit juste avant, dans des processus profonds de nettoyage, et donc les processus de nettoyage un peu de surface, ça ne veut pas dire qu'ils sont non négligeables, mais qui sont plutôt de surface, ne vont pas être employés. Donc voilà pourquoi on a cette différence. Encore une fois, ça ne veut pas dire pour autant que c'est mieux. Maintenant, en ce qui concerne la question de l'eau, on est toujours clivant. Est-ce qu'il faut faire un jeûne sec ou est-ce qu'il faut faire un jeûne à l'eau? Non, le jeûne sec c'est pas bien, le jeûne sec à l'eau c'est pas bien, ça élimine pas assez. Enfin voilà, toujours pour ou contre, et puis ça se bataille entre les deux. Mais en fait, la voie juste, c'est toujours la voie du juste milieu. En fait, il faut juste faire ça en fonction de soi. On peut jeûner, par exemple, et ne pas avoir envie de boire le premier jour. Et puis le lendemain, on va avoir soif et on va boire. Ou on peut avoir envie de boire 3 fois dans la journée. Voilà, ça dépend vraiment de chacun. Donc la question de boire ou pas, c'est juste, est-ce que tu as soif ou est-ce que tu n'as pas soif? Si tu n'as pas soif, ça sert à quoi de se forcer à boire? Il n'y a pas forcément d'intérêt. Donc si toi, tu n'as pas soif, ne bois pas. Voilà. Mais si à un moment tu as soif et que toi, tu es plus dans la team jeûne sec, tu te dis « Ah non, moi je veux faire un jeûne sec parce que c'est plus optimisé, c'est mieux, ça va aller plus loin. » Alors que tu as soif et que tu n'écoutes pas ça, pour moi tu loupes le coche. En fait, encore une fois, il faut aussi écouter ses ressentis. La théorie, c'est bien. Il nous faut de la théorie, il nous faut de la connaissance, mais l'expérimentation, les ressentis, l'instinct, tout ça, c'est aussi primordial. Donc voilà, moi je ne serais pas clivant à dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. Juste écoute-toi et tu verras bien comment tu te ressens. Par contre, au niveau du jeûne sec, si effectivement tu ne ressens pas le besoin de boire,
ben, je ne te conseille pas de faire un jeûne sec prolongé. Si tu n'as jamais eu l'habitude, c'est ta première expérience de jeûne, ben, ne fais pas un jeûne sec de plus d'une journée. Voilà, reprends ton alimentation ou reprends des jus de légumes et refais un test un peu plus tard et de manière crescendo, petit pas par petit pas. Voilà. Donc elle est là vraiment la nuance. Il faudra vraiment comprendre que ça ne sert à rien d'être clivant. Voilà, bah, je pense que voilà, je viens de faire un tour un peu sur les questions qui avaient été posées pour voir si j'ai répondu à tout. Il me semble que oui. Donc du coup, s'il y a encore besoin de certaines précisions ou si d'autres questions viennent, bah, n'hésitez pas du coup à les poser en commentaire. Et puis bah, à tous les élèves de l'école, n'hésitez pas à revenir vers moi en privé pour me reposer ces questions ou sur le groupe Discord. Et voilà, je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir y répondre. Donc cette vidéo a été un peu longue, j'espère notamment qu'elle aura quand même plu et qu'elle vous aura servi. Et voilà, c'était un plaisir pour moi de pouvoir partager tout ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et à bientôt aux élèves de l'école ONED.